Bon, donc bonjour à tous, merci pour la patience. Moi, c'est Linda Rossi Semerano, je suis rhumatopédiatre, je travaille à l'hôpital Bicêtre et voilà, donc je vois tous les rhumatismes inflammatoires et c'est pour ça que je vous ai mis ces diapositives pour vous dire un peu les grands groupes des maladies inflammatoires qu'on voit dans nos centres pédiatriques. Donc, il y a évidemment les grands groupes d'arthrite juvénile. Donc, vous allez entendre parler un peu plus de ça parce que c'est vraiment notre pratique quotidienne. Mais on a également d'autres maladies auto-immunes comme le lupus ou d'autres connectivites et puis des maladies auto-inflammatoires qui sont beaucoup plus rares comme les fièvres héréditaires les fièvres inflammatoires d'origine héréditaire. Alors, j'ai un peu du mal à avancer, mais voilà, ça arrive. Donc, juste pour vous dire sur les arthrites juvéniles, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire qu'en effet, les formes plus fréquentes qu'on voit en pédiatrie, ce sont surtout les oligoarthrites et les polyarthrites facteurs rhumatoïdes négatives qui touchent en particulier les jeunes enfants et le sexe féminin, même si on a un groupe de polyarthrites qui peuvent toucher l'adolescente ou la préadolescente. On a très peu d'arthrites polyarticulaires avec FR+. Et puis, on a également les spondylarthropathies ou arthrites associées à l'anthésite comme chez l'adulte, l'arthrite psoriasique, et puis quand on n'arrive pas à les mettre dans une case, les arthrites indifférenciées. Et donc, le traitement, pourquoi on parle de tout ça? Parce que c'est vrai que bon, il y a des traitements qui sont communs, mais on essaie quand même d'adapter le traitement à chaque sous-type et puis évidemment en fonction aussi des comorbidités, de la présence d'uvéite qui est quand même assez fréquente dans ces maladies et puis du délai diagnostique parce que plus long est le délai diagnostique et moins on a de chances de mettre le patient en rémission. Donc, le but, justement, désormais, on est dans une approche, comme on dit, treat to target. Ça veut dire qu'en effet, notre objectif, le target, c'est la rémission complète. Donc, on va essayer de faire en sorte de démarrer le plus tôt possible le traitement de fond quand c'est nécessaire, surtout dans les formes polyarticulaires ou dans les oligo-étendus. Donc, le traitement classique de fond est le méthotrexate que vous connaissez, qui a une action quand même assez large, en particulier sur les lymphocytes, et qu'on adapte en pédiatrie par rapport à la surface corporelle, donc c'est important, avec un dosage de 10 à 15 mg mètre carré par semaine, avec des traitements péros ou par voie sous-cutanée. Et puis, bah, voilà, Chloé vous a parlé des biomédicaments, biothérapie. On verra aussi les traitements ciblés comme l'inhibiteur de JAK qui arrivent en pédiatrie. Donc, les premiers à avoir eu l'AMM, c'était l'étanercept avec l'Imbrel le- comme premier médicament. Et on a évidemment les biosimilaires aussi qui sont arrivés en pédiatrie, l'adalimumab et le golimumab, dont les trois ont l'AMM chez l'enfant. Et là, vous voyez, on a des dosages pédiatriques. Alors, pas pour tous les produits, je veux dire pas pour les biosimilaires. Par exemple, pour l'Imbrel, il n'y a pas le poudre solvant et la posologie à 10 mg. Donc, voilà, ça nous arrive encore d'utiliser les médicaments Princeps comme l'Imbrel et Lumira également. Mais on a en effet à disposition plusieurs biosimilaires en pédiatrie comme chez l'adulte. Donc, les posologies, ce sont les mêmes. Évidemment, les modalités d'administration, ce sont les mêmes aussi. Et on a une efficacité qui est comparable, ainsi que les effets indésirables, sauf, je dirais, pour la tolérance locale où parfois les injections sont plus douloureuses avec certains biosimilaires. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut conditionner un peu le traitement à long terme chez l'enfant. Donc, c'est un point à prendre en compte dans notre pratique quotidienne. D'autres catégories de biomédicaments, l'anti-IL-6, nous avons le tocilizumab, Roactembra et le biosimilaire qui vient d'arriver pour bloquer l'interleukine 6. Nous n'avons pas le sarilumab avec l'AMM, on va dire, comme c'est chez l'adulte. Et puis des dosages qui sont adaptés. Je ne rentre pas dans le détail parce que vous aurez les diaporamas. Et donc, on va adapter par rapport à la forme, si c'est systémique ou polyarticulaire et également la possibilité de donner le médicament soit par voie endoveineuse, en perfusion hospitalière,
ou par voie sous-cutanée. Donc, encore une fois, on va adapter par rapport également aux souhaits du patient et à la compliance, je dirais. Autre sujet très important. Et puis, une autre cible, le CTLA4, donc c'est la batacept, l'Orencia, qui a l'AMM pour la forme sous-cutanée à partir de l'âge de 2 ans, avec des doses adaptées par rapport au poids. Et puis, pour la forme IV, à partir de l'âge de 6 ans. Mais c'est un médicament qu'on va utiliser surtout en deuxième intention après d'autres traitements de fond. Et puis, pour la forme d'AJ systémique, mais également utilisée dans beaucoup d'autres indications, on a les maladies auto-inflammatoires, l'anakinra, qui est l'analogue du récepteur antagoniste de l'interleukine 1, qui va bloquer l'interleukine 1 alpha et bêta, le Kineret, qui a un AMM, une AMM à partir de l'âge de 8 mois et 10 kilos, pour l'AJ systémique, également pour les cryopyrénopathies, les CAPS, et puis pour certaines fièvres récurrentes héréditaires comme la FMF. Et donc là également, on va adapter par rapport au poids, mais par rapport également à la pathologie. Et j'avoue que avec l'expérience, on n'a pas peur d'augmenter la dose parce que finalement, en dehors de la tolérance locale, ce sont des médicaments qui sont très bien tolérés. Donc on peut arriver jusqu'à 8 voire 10 mg kilo jour du Kineret. Et le canakinumab, qui est un anticorps monoclonal humanisé, vous avez appris que le MAB, ce sont les anticorps monoclonaux humanisés, que cette fois-ci bloque seulement l'interleukine 1 bêta, mais avec une bonne efficacité, une efficacité comparable par rapport à l'anakinra, mais une meilleure tolérance locale. Donc, on a des dosages en effet adaptés avec les seringues graduées pour les deux. Mais particularité des injections subcutanées chez l'enfant, parce que c'est vrai que surtout dans les premières semaines de l'introduction du traitement, je pense au Kineret en particulier, on a souvent un traitement qui est mal toléré sur le plan local avec des réactions érythémateuses et des douleurs lors de l'injection. Donc, les consignes et les conseils, c'est d'essayer de varier évidemment les sites d'injection et puis d'avoir une prémédication comme les anesthésiens locaux, voire des crèmes aussi pour atténuer les réactions. Et puis également, les inhibiteurs de JAK sont arrivés aussi en pédiatrie. Vous savez qu'on en a plusieurs, en fait. Donc, c'est des médicaments ciblés qui bloquent des voies des signalisations, donc qui bloquent des cytokines qui sont différentes selon le traitement ciblé. Et si chez l'adulte, il y a désormais plusieurs inhibiteurs de JAK qui sont approuvés, en particulier dans la polarité rhumatoïde, chez l'enfant, pour l'instant, nous n'avons que le tofacitinib, qui est un médicament qui bloque JAK1, JAK2 et JAK3 et qui a une indication dans l'arthrite polyarticulaire active, FR+, ou FR neg, aussi les formes oligo-étendues, et puis l'arthrite psoriasique juvénile. Donc, c'est une indication à partir de l'âge de 2 ans, en particulier quand on a une réponse inadéquate à un autre traitement de fond, type méthotrexate, mais également anti-TNF. Donc, finalement, dans les JO apparus en août 2023, ça s'est apparu comme indication après échec d'au moins une biothérapie, en particulier les anti-TNF. Donc, c'est plutôt un médicament de deuxième, voire troisième ligne qui peut être associé ou pas au méthotrexate en fonction de l'indication et en fonction de l'enfant et de la tolérance. Avec, vous voyez, des doses qui sont différentes, encore une fois, selon le poids. Et nous avons des solutions buvables qui sont disponibles pour les enfants qui ont un poids inférieur à 40 kg. Donc, fini cette partie introductive. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais peut-être qu'on les fera à la fin. Désolée parce que moi, je ne vois personne, donc je parle devant un écran. Donc, faites-moi envoyer des messages via le chat si vous avez des questions à poser. Et donc, on va commencer sur des cas cliniques. Et puis, voilà, on va essayer de participer. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez des idées et si vous avez envie de répondre à cette petite question. Donc, c'est le cas de Julie, une petite de 3 ans, histoire très, voilà, très fréquente en pédiatrie. Elle reçoit un traitement par un TNF. Voilà, Noël approche, donc nous y sommes presque, elle est en vacances. Et le papa et la sœur ont une fièvre à 38,5 avec des signes ORL. Ils ont un traitement symptomatique. Apparemment, c'est un virus. Donc, au bout d'une semaine, la petite a les mêmes symptômes.
et la fièvre persiste à J3. Et donc, on tombe le jour de l'injection. Et évidemment, comme ça arrive souvent, c'est le week-end, et donc ils peuvent contacter personne. Et donc, qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous feriez l'injection ou pas? Allez-y. Non, non, non. Quelqu'un dit oui, donc c'est partagé. Oui, c'est assez partagé. Je dirais qu'il y a plus de oui. Euh, donc, là, ma réponse est, mais on peut en discuter évidemment. Donc, vous faites l'injection car c'est seulement un virus. Ma réponse était non. Alors, je reviens en arrière, pardon, pour vous remettre euh, le E. Pourquoi on ne ferait pas l'injection? Parce qu'en fait, elle est encore fébrile. Alors, c'est vrai que on pense que c'est une infection virale, mais elle n'a pas été examinée. Elle est quand même fébrile. Là, je ne vous ai pas mis les détails, mais admettons qu'elle avait 39-40 des fièvres, donc on ne prendra pas les risques, on ne fera pas l'injection de biothérapie. Après, on peut en discuter, ça dépend de quelle biothérapie, de la durée d'action, etc. Mais en général, on préfère décaler l'injection et au moins avoir la visite chez le médecin traitant. À le cas d'un autre enfant qui a toujours de la fièvre, lui aussi, il est traité par un TTNF. Cette fois-ci, il a une infection pulmonaire, donc il est sous antibiotiques et il est sous antibiotiques depuis 24 heures. Et donc, vous proposez de ne pas faire l'injection cette fois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu raison de ne pas faire l'injection? Alors, je vois un pouce en bas. Je pense que c'est pour la... Oui, oui, oui. Je vois des oui, je vois des oui. Oui, je pense que vous avez eu raison. Parce qu'en effet, bah, comme vous savez, on a un antibiotique depuis 24 heures, donc il n'est pas encore efficace. Et donc, encore une fois, d'autant plus qu'il s'agit d'une infection probablement d'origine bactérienne. Donc, dans ces cas-là, on va décaler l'injection. Cette fois-ci, c'est toujours le même petit. Le pauvre, cette fois, il a une otite. Ça fait 4 jours. Il n'a plus de fièvre, mais il a toujours des signes ORL avec une rhinite. Et encore une fois, c'est le jour de l'injection. Et donc, vous décidez de ne pas faire son injection. Cette fois-ci, est-ce que vous avez eu raison de ne pas lui donner son traitement? Je regarde les réponses en même temps, hein. Non, en effet, voilà, je vois la majorité des gens, on est d'accord. Donc, c'est vrai que à retenir pour ces cas qui sont vraiment très fréquents en pédiatrie, donc en général, hein, parce qu'après, il y a à chaque fois des exceptions, quand on est sous traitement de fond, il y a quand même un risque d'infection. Donc, avant tout, on va consulter en cas de fièvre, surtout si la fièvre persiste. Et en général, on ne fait pas l'injection le jour même si l'enfant est fébrile. Donc, comment on peut prévenir et gérer les infections? Bah, déjà, quand on démarre ce type de traitement ciblé, bon, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'infection intercurrente, qu'il n'y a pas d'antécédent d'infection bactérienne, donc qu'il n'y a pas de déficit immunitaire. Et puis, bah, toujours le dépistage de la tuberculose, hein, avec le quantiferon désormais qui est arrivé même pour les petits, associé à la radiographie du thorax. Et puis, la protection vaccinale, très importante, en particulier contre le pneumocoque ou les méningocoques. On a aussi les méningocoques B qu'il faut, voilà, il faut vacciner les enfants contre les deux, pas que le C. Et puis la vaccination antigrippale chaque début d'hiver. Et en cas d'infection sous biothérapie, donc un examen clinique rapide, comme on a dit, il faut sensibiliser les médecins traitants qui puissent voir rapidement ces patients et on suspend de manière temporaire le médicament. Et on va dire qu'on va avoir dans ces cas-là un peu plus une antibiothérapie facile. Alors, on est toujours dans les infections, mais cette fois-ci, il s'agit de Camille, une enfant qui a 2 ans et demi. On est en juin, c'est l'épidémie de varicelle. Donc, Camille est sous biomédicaments et l'école informe en effet qu'il y a eu 3 cas de varicelle dans la classe. Alors, cette fois-ci, est-ce que, à votre avis, les parents doivent retirer la petite de l'école le temps de l'épidémie? Pardon, on me demandait de remettre la diapo du cas numéro 2. On le fait peut-être à la fin parce que j'ai enchaîné sur un autre cas. Alors, est-ce que on retire de l'école? Je vois des noms, des oui. Plus de non.
Et en effet, j'aurais envie de dire non, parce que, bon, désormais, c'est peut-être trop tard, hein, donc pas la peine de ne pas la mettre à l'école. Alors, est-ce que vous la vaccinez contre la varicelle en urgence? Quelqu'un dit non. Non, la plupart disent non. Eh bien, je pense qu'on est d'accord aussi. Et alors, est-ce que vous arrêtez le traitement de fond attendant que la varicelle apparaisse? Non plus. Vous êtes trop fort, vous connaissez tout. Eh bien non, on ne va pas arrêter en attendant les boutons qui apparaissent. Mais finalement, les boutons arrivent. Donc, il y a quelques boutons. Et vous conseillez d'aller aux urgences le soir même. Vous faites bien ou pas? Je vois un pouce en bas. Merci pour les pouces. Non, on va pas aller aux urgences hein, pour attraper d'autres virus, pas la peine. Ben, super, on est d'accord. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, déjà, ben, on informe le médecin référent. Donc, c'est vrai que si on a la possibilité de discuter, euh, c'est bien, mais parfois, ça nous arrive que ce soit les week-ends et les médecins référents ne sont pas disponibles. Donc, il faut quand même avoir des médecins traitants à disposition. Sachez qu'il y a des fiches médecins traitants qui existent sur le site de la filière ou qui vont arriver et bientôt avec des fiches mémo et typiquement ce type de situation pour pouvoir aider un peu les médecins traitants dans la gestion courante de ces maladies et des complications des traitements. Donc, en général, on ne fait pas la biothérapie comme pour d'autres virus. On peut donner un traitement antivaricelle, la cyclovir, qui va atténuer et empêcher d'avoir une diffusion et une varicelle sévère. Évidemment, on ne donne jamais d'INS, comme pour tout le monde, quand on a une varicelle. Et puis, une chose importante, donc il faut s'assurer des vaccinations, surtout avant de commencer les traitements, en sachant que de plus en plus, on a l'impression on a des données plutôt, pas qu'une impression, mais qu'en fait, on peut faire ce type de vaccination même sous biothérapie. Certainement, la deuxième dose, bah, il y en a qui pensent qu'on peut faire également la première dose sous biothérapie de vaccin antivaricelle. Donc, on a des nouvelles recommandations sorties l'année dernière et au l'ARS Presse sur les vaccinations chez les enfants qui sont sous biomédicaments. Alors, une autre histoire, c'est une petite Juliette qui a 8 ans. Donc, elle a fait sa prise de sang pour surveiller la tolérance du médicament, mais c'est un peu compliqué pour les parents parce qu'ils ne savent pas comment interpréter les résultats. Alors, qu'est-ce que vous regardez? Là, on est devant un hémogramme, des leucocytes. Alors, la CRP, oui, la CRP, c'est plus pour l'activité de la maladie. Là, on est vraiment sur la tolérance des traitements. Donc, des leucocytes, je suis assez d'accord. Alors, on va regarder les neutrophiles, merci, je vois la réponse, les lymphocytes aussi. Et puis, est-ce que sur la bioche, vous regardez autre chose? Le bilan hépatique, merci beaucoup. C'est super. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde particulièrement lors du traitement par méthotrexate, hein, mais c'est vrai qu'on le surveille même lors des biomédicaments. Honnêtement, je pense que je ne suis pas sûre que ça m'est jamais arrivé. Donc, c'est vraiment très rare hein, la cytolyse hépatique avec les biothérapies, en particulier les anti-TNF. Ça nous arrive de temps en temps avec les anti-L1. Dans la surveillance biologique qui va être adaptée selon les biomédicaments, donc voilà, je viens de le dire, donc en effet, ça dépend du traitement avec les anti-TNF, on a vraiment peu de soucis. Et habituellement, on fait les premiers mois, on fait tous les 3 mois, et puis une fois que les patients vont bien et qu'on voit que la tolérance est bonne, on peut espacer même à tous les 6 mois. Donc, en gros, ça correspond au rythme des consultations quand les patients vont bien. Et puis, selon les biothérapies, en particulier avec les anti-L1 et les anti-L6, on a aussi besoin de suivre le bilan lipidique. Alors, c'est un autre cas, le cas de Lilian, 2 ans, qui a un traitement par biomédicament et il a des injections qui sont douloureuses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on vérifie que le produit soit bien frais? Parce que ça lui fera moins mal. Est-ce qu'on met du froid sur la peau 10 minutes avant l'injection? Est-ce qu'on met un patch ou une crème anesthésien? Et est-ce qu'on lui propose de faire le dessin pour se distraire?
Donc A, B, C, D. Donc je vois B, C, D. B, C, D. B, C, D. Tout le monde dit B, C, D. Ben, bravo. C'est top, vous avez très bien répondu. Ben voilà, ça c'est en fait tout ce qu'on peut faire pour améliorer la tolérance de l'injection. C'est quelque chose de très important, surtout quand on démarre le traitement pour s'assurer que le patient va poursuivre son traitement de fond. Et puis, encore une fois, on a souvent des problèmes, comme je vous disais, avec les anti-L1, les kinérètes en particulier. C'est un patient qui a une FMF résistante à la colchicine et il a des grosses réactions au point d'injection. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour ce patient? Est-ce qu'il doit discuter avec le médecin référent de l'arrêt du kinérète? Est-ce que vous suggérez de changer le produit? Parce qu'on a d'autres anti-L1. Est-ce qu'on met des crèmes antihistaminiques après l'injection, de la glace ou plutôt des corticoïdes locaux après l'injection? Donc A, B, C, D, E. Il y a plusieurs bonnes réponses. C, D, E. C, D, E. A, B, C, 2. Donc tout, en fait. Alors, moi, je conseillerais en effet crème antihistaminique. On met souvent de la cortisone qui atténue vraiment très bien ce type de réaction. Et c'est vrai qu'il faut y penser, même de le prescrire d'emblée à l'introduction du traitement pour justement éviter ce type de réaction. Et puis, de la glace aussi, ça peut aider. À notre cas, un Jérôme qui a 12 ans, qui a un syndrome de Maclay-Wells, ça fait partie des cryopérineopathies, qui est encore une fois traité par Kineret. Bon, il a une mauvaise observance du traitement, on le sait parce qu'il a toujours des poussées, il a des poussées de la maladie, on ne comprend pas trop pourquoi il ne va pas bien. Donc voilà, on creuse un peu et puis on se rend compte qu'en effet, il ne fait pas ses injections quotidiennes. Alors, quels sont les éléments d'après vous qui pourraient favoriser une mauvaise compliance chez ce patient traité par un Akira? Un hirsutisme secondaire aux injections, des injections quotidiennes, l'asthénie secondaire aux injections, le fait d'avoir une auto-injection, il a 12 ans, ou une prise de poids importante. Encore une fois, vous pouvez avoir plusieurs bonnes réponses. Alors, A, B, C, 2, A, B, C, D. Alors, à ma connaissance, l'hirsutisme, non, pas avec les anti-L1. Alors, c'est vrai que c'est un effet indésirable qu'on retrouve associé à d'autres médicaments, mais c'est surtout la cortisone, la cyclosporine. Voilà, c'est pas ce type de catégorie. Les injections quotidiennes, oui, c'est sûr. En fait, c'est difficile chez l'adulte, c'est encore plus difficile chez l'enfant. Il n'y a pas forcément d'asthénie, au contraire, hein, les enfants et les patients en général vont avoir une maladie mieux contrôlée, donc au contraire, ils seront moins fatigués. Et puis, c'est l'auto-injection aussi, parfois. Donc, il est possible de prescrire une infirmière à domicile même, ou un cabinet d'infirmiers si c'est possible. Et puis, la prise de poids. Ça, c'est rapporté en effet avec ces anti-L1. Donc, quand on compare les deux anti-L1 à disposition, l'anakinra, ben, vous savez que c'est une injection quotidienne. Alors, avantages et inconvénients, dans le sens qu'en effet, ben, les inconvénients, ben, c'est les injections quotidiennes, les réactions aussi d'injection, qui sont quand même beaucoup plus fréquentes qu'avec le canakinumab. Mais l'avantage, je dirais surtout dans l'introduction du traitement, quand on est en train de faire le diagnostic ou de confirmer le diagnostic, c'est un traitement en fait qui a une demi-vie très courte, mais avec l'avantage que dès qu'on arrête le traitement, les effets indésirables arrêtent. Admettons une infection pour laquelle on est passé à côté ou un autre effet indésirable. Donc, c'est quand même un avantage. Donc, souvent, on commence avec le Nakira et en cas de nécessité, surtout s'il y a des réactions locales ou voilà, d'autres effets et la nécessité d'avoir un traitement prolongé, on va proposer le canakinumab dans un deuxième temps. Voilà, parce qu'en effet, il est mieux toléré sur le plan local, mais attention, le prix du médicament est nettement plus cher. Alors, pour améliorer la tolérance locale, on en a déjà parlé lors de nos petits cas. Dans l'EMLA, au moins une heure avant l'injection, voire une heure et demie, plus ou moins à la glace. On a vu les crèmes antihistaminiques à base de corticoïdes pour atténuer les réactions au point d'injection. On sort le produit à l'avance, il ne faut pas qu'il soit trop froid. On varie le site d'injection. Et puis, des techniques qui marchent très bien, la relaxation, la sophrologie, l'hypnose, la distraction marche très bien aussi. Et le changement thérapeutique quand on n'arrive pas à s'en sortir. Et l'éducation thérapeutique, évidemment, qui peut vraiment améliorer la compliance.
Vous méditez si je dépasse mon temps? Je pense que j'ai encore un peu de temps. Alors, à notre cas clinique, Amir, il a 9 ans, donc il a un diagnostic d'FMF homozygote M694V. Vous savez que c'est la forme sévère. Il est sous colchicine et il fait partie des rares cas en fait, qui ne répondent pas complètement à la colchicine. Et donc, dans ces cas-là, on peut introduire en effet l'anakinra. Il y a les mêmes dans cette indication. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez regarder le carnet de vaccination. Donc, il a reçu, comme vous voyez, le BCG bon, quand il était tout petit. Et puis, il a eu ses Sympharix Exa, première année de vie, et une dose de Priorix. Là, je vous rappelle, il a 9 ans. Donc, quelles sont, d'après vous, les vaccinations importantes à faire, à mettre à jour avant la mise en place du Kineret chez ces garçons? Est-ce qu'on aurait fait le BCG car il a été fait à la naissance? Est-ce qu'on lui fait un Prévenir 13 et du Pneumovax, un rappel? Est-ce qu'on fait la varicelle si ça n'a jamais été fait et s'il ne l'a pas eu? Est-ce qu'on met à jour la vaccination Aurore? Et est-ce qu'on fait un rappel du DTP? Donc A, B, C, D, E. Alors, je vais du B, C, D, E, B, C, E. Donc, vous êtes tous d'accord pour faire en effet le Prévenir 13 et le Pneumovax. Bravo. La varicelle, certes, c'est une indication aussi s'il n'a pas eu la maladie. Le rappel du DTP, mais on peut également mettre à jour le vaccin Aurore. Alors, le rappel DTP, je pense que c'est un oubli de ma part parce qu'en effet, il n'avait pas eu le rappel de 6 ans, donc il faut le mettre à jour. Vous avez tout à fait raison. Et puis, on peut également mettre à jour l'Aurore parce qu'il a déjà eu sa première dose. Donc, selon les nouvelles recommandations, la deuxième dose du vaccin Aurore peut être faite sous biothérapie. Alors, est-ce que, ben voilà, j'ai un peu annoncé, donc quel vaccin pourrait être réalisé sous un anti-L1 chez ce garçon de 9 ans? BCG, hépatite B, varicelle, Aurore, DTP. D, E. Alors, je vais du B, C, E, B. Donc, sur l'hépatite B, on est tous d'accord, je pense. Sur le DTP aussi. Alors, c'est un peu en contradiction par rapport à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Alors, c'est vrai que l'aurore, la première injection est discutée, la deuxième, non. Donc, cet enfant, en fait, avait eu une première vaccination, donc on peut faire la deuxième. Et la varicelle, voilà. On va dire que la bonne précaution, c'est de faire la première dose avant l'introduction de l'anti-L1. Mais désormais, voilà, les pratiques évoluent et donc de plus en plus d'experts vaccinent même contre la première dose sous traitement. Après, c'est voilà, à savoir aussi que je dirais qu'avec une expérience d'une quinzaine d'années, des varicelles sévères sous biothérapie, j'en ai pas vu. Donc voilà, c'est au choix du médecin référent. Ah voilà, ils étaient bien notés. Alors, encore un cas clinique. Pardon, je vois une question. À quelle distance de la cure faut-il faire les vaccins? Ah, bonne question. Alors là, en fait, bah, là, si on est sous Kineret, c'est une injection quotidienne. Donc, voilà, là, on n'a pas le choix. On va dire que bah, si on est sous canakinumab toutes les 8 semaines, c'est facile, on le fait à 4 semaines. Et si on est à toutes les 4 semaines, on le fait au milieu, donc à 2 semaines. Mais voilà, c'est un peu de la petite cuisine. Encore un cas, l'histoire d'un enfant, d'une jeune fille, d'une jeune femme de 13 ans qui a une maladie des cils. Elle est sous anti-L6, donc elle n'a pas reçu le rappel de DTP coqueluche des 11 ans. Et elle a eu une seule dose d'Aurore. Je pense que là, vous allez tous me répondre comme il faut. Qu'est-ce qu'on peut faire chez cette fille? C'est un peu redondant avec les autres cas. Allez, je donne la réponse. On peut tout faire en fait. Donc, on peut lui faire le rappel des TP coqueluches. On peut et on doit la vacciner contre l'HPV si elle n'a pas eu ses vaccinations. La deuxième dose d'Aurore, ça pose aucun problème. Et puis la grippe et l'antipneumococcique. Et évidemment, si on a un doute, on contacte le médecin référent. Alors, pardon, parce que je ne vois pas le début. Les parents refusent les vaccins. C'est qui arrive hein, souvent, surtout en France. Ils redoutent de posséder la maladie. Qu'est-ce que vous répondez?
Vous avez raison. Pardon, je bois juste. Vous avez raison, on n'est jamais assez prudent et parce que, en effet, avec ces maladies, pardon, avec ces maladies du système immunitaire, voilà, ça peut réactiver la maladie. Vous avez raison, je vous propose de faire uniquement les vaccins DTP coqueluche. Votre fille a des médicaments qui l'exposent plus aux infections que la population générale, donc c'est important de la vacciner. Ou à le docteur, on appelle au secours. A, B, C, D. Donc, je vais du C, D. Donc, vous dites qu'en effet, l'enfant a plus des risques, et on est d'accord, hein, de la population générale. Et donc, c'est important de réaliser ces vaccinations. Mais on peut évidemment aussi demander conseil. Donc, biothérapie et vaccins vivants. Donc, les vaccins vivants atténués, selon les dernières recommandations écrites, il y a une contre-indication relative sous biothérapie. Donc, de la première dose, donc on essaye quand on peut de faire la première dose avant le début du traitement, idéalement 3 semaines avant, au moins 2 semaines, je dirais. Mais comme je vous disais, je le répète, bah, on a quand même l'expérience de plusieurs collègues en fait, qui vaccinent et qui n'ont pas de soucis pour ces types de médicaments. Je pense en particulier à la varicelle et Aurore. C'est une autre histoire pour la fièvre jaune et le BCG, donc ça, on les met à part, qui sont les vrais des vaccins vraiment vivants, on peut dire. Et donc, on fait la deuxième dose, ça, possible sous biothérapie. On discute évidemment au cas par cas avec le médecin référent et on essaie de ne pas trop temporiser pour le début du traitement de fond. Ça, c'est important pour essayer d'avoir une rémission complète et rapide. Encore un cas à propos du vaccin Gardasil 9. Alors, est-ce qu'il est indiqué pour les filles et les garçons, d'après vous? Est-ce qu'il est indiqué seulement pour les filles à partir de 9 ans? Il augmente le risque de maladies auto-immunes. Et chez les patients sous traitement immunomodulateur, il faut faire 3 doses, indépendamment de l'âge. Vous savez que selon les recommandations pour la population générale, pour les enfants, c'est 2 ou 3 doses en fonction de l'âge. Ou chez les patients sous traitement immunomodulateur, il faut respecter le même schéma des enfants sains. Alors, je vois du A et du E. Donc, vous me dites qu'il a indiqué les filles et les garçons. Et puis, qu'on respecte le même schéma des enfants sains. A et E. Malheureusement, non. C'est-à-dire qu'en effet, quand on a un traitement immunomodulateur, ça a été démontré, il y a une moins bonne réponse. Donc, même chez les enfants en bas âge, ben, comme dans ces cas-là, une fille de 9 ans, on s'est recommandé de faire les 3 doses, donc à 0, 2 mois et 6 mois. Donc, à retenir pour les vaccinations, c'est très important. Il faut vérifier les carnets de santé et mettre à jour le plus tôt possible pour ne pas avoir des soucis les vaccinations. Selon les recommandations des cadres vaccinales, tous les vaccins inactivés peuvent être réalisés. Les vivants atténués, on l'a vu, peuvent être réalisés sous biothérapie, en particulier la dose de rappel. Il y a une bonne réponse vaccinale sous biothérapie et on sait désormais qu'il n'y a pas de déséquilibre de la maladie sous-jacente. Et puis, une autre recommandation importante, c'est celle de vacciner l'entourage. Merci beaucoup.